Welcome, everyone. Just entering a few more people from the waiting room. On est en train d'accueillir les autres qui sont dans la salle d'attente. Okay. Well, welcome to this event. Soyez les bienvenus à cet événement, célébration de la Journée internationale pour la fille. Nous allons lancer les nouvelles preuves sur le mariage d'enfants. J'ai l'honneur de modérer cet événement aujourd'hui et j'ai l'honneur de travailler avec Gates Foundation pour faciliter cette consortium. Cet événement est enregistré et il y a l'interprétariat simultané vers le français. Donc, cliquez sur le globe terrestre en bas de votre écran. Vous pouvez suivre donc les événements en français. Nous avons des centaines de gens qui se sont connectés et on a besoin de votre collaboration pour la fluidité des événements. Donc, restez en mute. Seuls les panélistes donc, ont la permission d'activer leur micro. À la fin, on aura une courte session pour répondre aux questions. Les questions sont les bienvenues à travers la correspondance messagerie. Pour la session d'aujourd'hui, si vous avez des questions, merci de poster ça sur le chat et on va collectionner ça et faire de sorte qu'on va répondre à ces questions. À ce stade, regardons l'ordre du jour. Ce qu'on aimerait donc aborder pour les 90 minutes, c'est comprendre la collaboration sur les chercheurs. Donc, les agents de la mise en offre peuvent avoir des approches efficaces pour analyser et présenter les preuves sur le mariage d'enfants. On espère bien que vous allez comprendre des forces motrices complexes de mariage d'enfants et comment cela a une incidence sur les filles après de leur vie. Et on va vous expliquer où trouver les produits dont il est question aujourd'hui. Il y a différentes sessions. On aura l'introduction, donc pour ce consortium, le Dr Federer va donc énoncer et il vient de la fondation Bill Melinda Gates. Et puis, on aura un panel qui implique les chercheurs qui ont écrit les articles qui vont donc figurer dans un livret qu'on va publier d'ici le mois prochain. Donc, ici, on va vous donner un aperçu de cette publication. Après cette discussion, on va voir donc les analyses différentes et vous expliquer les cartographies différentes. On va aussi voir donc ce que les autres ont fait en matière de la collaboration. Pour la session finale, on aura donc la présentation de UNICEF sur les questions de mariage précoce. On aura quelques quinzaines de minutes pour répondre à vos questions. Ces questions doivent nous venir à travers le chat. À ce stade, je vais donc passer la parole à Dr. Vedera qui vient de la fondation Bill Melinda Gates pour vous présenter cette fondation. Suzanne, merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Au nom de la division de l'égalité de genre au niveau de Bill Melinda Gates Foundation, je suis excité de vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue les centaines de vous qui ont trouvé le temps de se connecter. Avant de partager donc partager les informations sur ce consortium, donc pourquoi, je vais vous expliquer le pourquoi. Il y a quelques années, j'étais à Conakry en Guinée et j'ai eu à parler aux femmes. Une femme, Madame Fan, elle a été institutrice et mobilisatrice de la société civile de la communauté. Elle s'est fait marier à l'âge de 16 ans. Ce qu'elle a partagé avec nous, c'est la lutte qu'elle a menée. Elle n'a pas pu donc compléter ses études vu son mariage précoce.
cicatrices physiques et l'abus psychologique qu'elle a vécu dans son mariage. Ce que m'a surpris, c'était sa gratitude. Sa gratitude que j'ai écouté son histoire et j'ai partagé son histoire pour que les autres connaissent ce qui s'est passé. J'aimerais donc commencer ici. Et il y a les preuves. On va vous énoncer ces preuves. Cette histoire avec Madame Fenn, 600 millions de gens, de femmes, se sont mariées avant leur âge de 18 ans. 650 millions. Et pour ces femmes, leurs expériences sont très remarquables. Donc, au niveau international, vous êtes connectés d'un peu partout au monde et vous connaissez les ODD. 12 millions de filles se marient chaque année avant l'âge de 18 ans. Donc, qu'est-ce que nous faisons au niveau de notre fondation, Bill Melinda Gates? Qu'est-ce que nous voulions que vous fassiez donc, pour prévenir cela? Dans notre division de genre et égalité, donc, on aimerait avoir un monde beaucoup plus équitable qui va faire de sorte que les filles soient actives dans l'économie. Une manière de le faire, c'est à travers donc l'apprentissage. Nous avons travaillé ce travail en 2019, impliqué donc parties prenantes et partenaires. Comment le mariage précoce va prévenir l'égalité de genre, mais ça va prévenir l'autonomisation des femmes, donc nutrition, santé maternelle, etc. En 2020, donc, on aimerait aller de l'avant et avoir les données qui vont servir de preuve de ce qui se passe sur le terrain. On a investi sur l'apprentissage. Où se trouvent ces filles, pourquoi elles sont vulnérables et qu'est-ce que cela veut dire pour l'avenir. C'est ce que vous allez entendre ici aujourd'hui. Lorsque j'avais eu une conversation avec ses partenaires, je me posais cette question. Est-ce qu'il y a une manière de faire beaucoup plus et laisser à côté faire des choses comme avant et apprendre au niveau de ce consortium? Ce consortium a été élaboré pour rassembler les partenaires, discuter et avoir une manière de travailler de manière coordonnée. Le consortium est composé des partenaires de la mise en œuvre, chercheurs, des acteurs spécifiques, Population Council for Girls and Gender Girls, UCFC, et le volet santé, UNICEF est impliqué, etc. Did we just lose Yvette? Est-ce qu'on a perdu Yvette? Oh là là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous êtes de retour. Donc, c'est la technologie qui me fait défaut. Il y a UNICEF et d'autres groupes qui étaient vraiment très actifs dans ce travail. Chaque partenaire a amené son expertise à la table. Sur le terrain, qui connaît une sorte d'indépendance, chaque organisation se rencontre chaque 2 mois pour voir ce qui s'est passé et quelles sont les opportunités de collaborer et consolider, élaborer un élan de sorte pour aller de l'avant. Donc, vous êtes ici pour écouter ces partenaires et voir ce qu'ils ont donc pour la voie à suivre. Quelles sont les nouvelles idées, quels sont les nouveaux apprentissages. Donc, le travail du consortium, nous sommes ravis de lancer un site web
qui va vous permettre d'avoir les informations et faire des rapports sur ce qui se passe sur le terrain. Donc, je remercie Gals Not Rights d'avoir joué le rôle de hôte pour ce site web. Donc, permettez-moi de terminer mon intervention en disant que je suis très passionné de ce travail parce que, personnellement, je suis conscient qu'il y a beaucoup d'histoires un peu partout au monde. Donc, cette histoire que je vous ai racontée de Madame Fenn aurait été votre histoire. Il y a peut-être les histoires similaires. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, ce n'est pas recherche, analyse et données, mais c'est la collaboration et comment cela est utilisé pour faire avancer, améliorer les millions de vies des filles. Donc, cette conversation va continuer. Et je vous remercie d'avoir trouvé du temps pour vous connecter et assister à cet événement. Merci beaucoup, Yvette, pour ces mots inspirants, les histoires qui nous inspirent. Et cette vision que vous avez sur la collaboration qu'on doit faire ensemble. Très brièvement, il y a donc le journal Adolescent Health, la santé des adolescents, et nous contribuons à cette publication. Donc, nous avons été impliqués pour élaborer cette couverture de ce journal. Cette édition va sortir en novembre. On se prépare pour la session à venir et on va vous envoyer un lien qui va vous orienter vers cette publication lorsqu'elle sera disponible. Et vous allez voir ça sur le site web qu'on a annoncé tout à l'heure. Et on va toujours vous donner un lien qui va vous orienter sur ce site web. Il y a donc notre édition d'un journal sur la santé qui va sortir bientôt également. Ces informations supplémentaires, nous faisons en tant que consortium. Il y a 5 commentaires et 8 articles de recherche. Donc, on aimerait écouter les auteurs de ces articles aujourd'hui. De manière spécifique, dans ce panel, nous avons Nida Raj de San Diego Gender for Gender Equality, Sajida Amin de Population Council. Et avant donc de commencer cette session, j'aimerais vous rappeler que vous devez écrire vos questions sur la fonction chat et on va revenir sur ça vers la fin de cet événement. Donc, il ne faut pas activer votre micro, mais merci de saisir ces questions sur le chat. Je vais passer la parole aux orateurs. Mais tout d'abord, merci de nous dire quels sont les points saillants de votre article. Et on va revenir à vous parce que vous représentez 5 articles. On commence avec Kodia Kappa. Donnez-nous les points saillants de votre article. Bonjour à tous. L'étude dans ce projet, c'était l'impact de Covid sur le mariage d'enfants. Cela a impliqué les pays Bangladesh, Brésil, Éthiopie, Inde et le Nigeria. L'impact projeté donc, a 5 différentes parties pour avoir une influence sur le mariage. La mort d'un parent, donc les chocs de revenus, accès réduit de services. Donc, nous avons les scénarios où les interventions sont appliquées, donc utilisant le modèle de la pandémie. Il y a quelques points saillants de cette analyse. Le nombre total des mariages dus au Covid est projeté partir de 3,5 millions, 4,9 millions.
1,8 jusqu'à 2,7 dans les scénarios qui ont quelques mesures d'atténuation. Les impacts vont continuer d'ici 2035. Si cette tendance continue au monde entier, on aura un total accru de mariages jusqu'à 10 millions de filles au niveau international. Ces estimations ont vu les preuves limitées que nous avons sur l'impact de COVID sur les vies. Et bien entendu, ça va prendre beaucoup d'années avant qu'on arrive à comprendre l'impact de COVID-19 sur le mariage dans l'enfant. Donc, la potentialité des dégâts, on ne peut pas mesurer ça. Donc, c'est ce qu'on est en train de comparer dans mon article. Merci beaucoup, Claudia. Je sais bien qu'il y a des gens qui ont eu l'introduction, mais cet article va vous parler de la méthodologie et qu'est-ce qui a été utilisé. Anita Rash. Sorry. Thank you for inviting me. Merci de m'avoir invité. Je vais partager avec vous les quelques données que nous avons où les adolescentes sont impliquées 2015-2016. Ce que nous connaissons sur le mariage de l'enfant et les rôles de genre et nuances, il n'y a pas beaucoup qui a été étudié. Quel est l'impact à long terme sur ces filles une fois mariées? Là, on s'est focalisé. C'est l'acceptabilité, donc la prise de décision, matière économique, les responsabilités et l'acceptabilité donc de violence en mari vers la femme. On a vu la connexion sociale, donc liberté de circulation, etc. Ce qui est important, ce que nous avons constaté, c'est que les filles qui ont bénéficié de l'appui pour prendre leurs responsabilités, donc il y avait la connexion sociale en ce qui concerne l'acceptabilité. Cela est associé à la violence mentale. On a eu quelques études et nous croyons que cela indique ce qui se passe sur le terrain. Ce qui est important, lorsqu'on parle de la ségrégation, vous pouvez voir qu'il y a différents résultats. Les rôles joués par les hommes et femmes dans le mariage, donc cela est axé sur les croyances qui appuient donc ce qui se passe. Donc, nous avons considéré le volet traditionnel et donc ce qui est important, considéré chez les hommes, chez les femmes. Merci beaucoup. J'espère bien qu'on aura beaucoup plus d'attention sur votre article. Notre document a considéré la prise de décision au niveau des mariages. La plupart des études se focalisent sur l'âge de 18 ans. On a été intéressé à comprendre quelles sont les variations les différents donc, résultats qui a été au Nigeria a les incidences les plus élevées. Au Niger plutôt, à peu près 40% de ces filles se trouvent mariées avant l'âge de 15 ans. Quelques études précédentes ont montré différentes perspectives, mais on a besoin des données vraiment pour procéder à faire les analyses précises. Nous avons donc analysé la
participation et la satisfaction donc, en matière de prise de décision au niveau des ménages. On a effectué notre étude. Nous avons échantillonné 800 adolescentes mariées. 60% de ces filles se sont trouvées donc mariées avant l'âge de 15 ans. Ce que nous avons vu, c'est la participation de la prise de décision au niveau de la famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a donc des filles qui sont désavantagées, qui se marient avant l'âge de 18 ans et qui ne sont pas impliquées de la prise de décision au niveau du ménage. Pour ajouter à la participation de prise de décision, nous avons aussi analysé donc, la satisfaction. La plupart des participantes ont dit qu'elles sont satisfaites, peu importe leur niveau de participation. Il y a des résultats qui ont montré qu'il y a quelques normes qui appuient cet aspect de prise de décision au niveau de la famille ou ménage. Pour comprendre ça, on aimerait avoir donc les recherches qualitatives pour énoncer cette question de satisfaction des femmes. Voilà les quelques points saillants de notre étude. Merci, merci beaucoup. Danida et Shweta, vos articles abordent l'importance de comprendre ce que marche et ce qui ne marche pas pour améliorer la qualité de leur vie. Je serais vraiment intéressé à lire vos articles prochainement. Quelques articles maintenant. On aimerait synthétiser 5 articles de manière ramassée. Merci, merci Suzanne. Je vais donner donc un aperçu d'ensemble sur ces 5 articles. La motivation de ce travail, donc on a passé en revue quelques éléments dans le passé. Et dans la décennie passée, il y a quelques lacunes pour voir quelles sont les forces motrices pour faire avancer cet aspect. Notre étude cherchait à comprendre ces forces motrices et voir quels sont les programmes, les politiques pour mettre en œuvre pour aborder ces questions. Je vais commencer avec le premier article qui a un cadre conceptuel et je vais vous expliquer donc de manière ramassée. On appelle ça quelles sont les forces motrices de mariage de l'enfant. Dans ce document, il y a un cadre qui a été développé dans un processus consultatif. L'objectif de ce cadre, c'est simplifier ces moteurs et donner donc les orientations, comment développer les programmes et les politiques pour pallier à cela. Dans ce cadre, chaque cercle parle d'une force motrice. Il y a les attitudes, les facteurs socio-économiques qui sont au-devant des autres moteurs. Et le grand cercle au milieu parle de cette interaction entre ces forces motrices. Qui sont les acteurs, les forces sous-jacentes du mariage précoce. Et puis, les moteurs de ce mariage de l'enfant peuvent être à court terme, à moyen terme, à long terme. Mais le cadre de tout ça est axé sur les autres 4 articles. 2 articles examinent ces forces motrices. Il y a les collègues qui parlent de ce qu'influence donc le mariage de l'enfant au Burkina Faso et la Tanzanie, avec une étude axée sur le ménage. On a constaté qu'au Burkina Faso, donc non-existence donc des milieux d'apprentissage, cela a accéléré le mariage précoce. Donc en Tanzanie, c'est l'influence des pères et des parents donc
ont une sorte de peur sur la grossesse précoce. Un autre document dont j'ai fait allusion parle de l'impact à long terme. Donc, ce document par Sarah et collègues parle des moteurs de mariage précoce. Donc, ça, c'est en particulier le contexte de l'Afrique subsaharienne. Et on a parlé de l'Inde, Malawi et Zambie. Une grossesse avant le mariage est associée donc, aux visites anténatales au Malawi, mais cette association n'a pas été constatée en Zambie. On a constaté qu'en Inde, cela est associé donc, pour les filles et les jeunes femmes en Inde. Les autres deux documents sont un peu différents. Je vais choisir un seul document parmi les deux. McConnell et collègues donc, parlent des impacts hétérogènes qui accélèrent donc, le mariage de l'enfant et quelles sont les efficacités en matière donc, de pallier à cela. Avec le contexte de Zambie, on a constaté qu'il y a presque les mêmes interventions. Les facteurs clés qui donc accélèrent la donne, donc c'est la prévalence de sexe avant le mariage. Et finalement, Solaire et collègues ont fait des investigations. Est-ce que ce problème a un impact sur l'éducation? Donc, cela parle donc de Malawi. On a constaté que le mariage de l'enfant n'a pas beaucoup d'impact sur l'éducation et surtout chez les filles et les jeunes femmes. Donc, il y a d'autres qui vont se marier après, mais toujours ont un défi sur l'éducation. Donc, on doit comprendre le contexte. Pourquoi les interventions ont connu un succès ici alors qu'on ne peut pas les reproduire ailleurs. AJ, merci. Donc, je crois que on a fait un bon travail pour synthétiser 5 documents. Aujourd'hui, vraiment, on parle de contexte. Il y a ces cadres conceptuels. Ce n'est pas uniquement donc, les cadres, mais ce sont les cadres qui considèrent les spécificités entre pays, au niveau régional, ainsi de suite. Donc, ça, c'est très important à comprendre lorsque vous cherchez à élaborer les interventions pour prévenir le mariage de l'enfant. Donc, vous devez comprendre le contexte. Deuxième question, je vais vous demander quelles sont les implications de votre travail. Est-ce qu'il y a des domaines qui exigent davantage de recherche? Suzanne, merci. Première chose que j'aimerais mettre en exergue, c'est l'importance d'avoir les données sur la prévalence du mariage de l'enfant. Lorsque on est en train de projeter l'impact d'une crise, on doit faire la collecte des données, comprendre si on peut descendre sur le terrain et faire la collecte des données. Lorsqu'il y a les crises, les pandémies, cela est un défi et ça peut avoir un impact sur la qualité des résultats. Et vu la sécurité des gens qui vont participer dans la collecte des données. Une chose que j'aimerais mettre en exergue, c'est que cet article doit être donc basé aux preuves qui existent, voire la possibilité. Et on doit se rappeler aujourd'hui, c'est très important d'avoir les systèmes de statistiques en place et avoir donc les données robustes dès le commencement avant les crises. Avec ce qui se passe, donc il y a possibilité des erreurs en matière des estimations. De telles prévisions doivent être mises à jour lorsque vous avez de nouvelles preuves. Et une leçon apprise donc de la crise passée, Ebola par exemple. Il n'y a pas beaucoup qui a été fait
il y avait beaucoup de recherches effectuées, oui, mais on aurait fait beaucoup plus pour comprendre l'impact de ce processus tout de suite après le pic de cette pandémie ou crise. Donc, on doit investir aujourd'hui, disponibiliser les ressources pour comprendre ce qui se passe. Thank you so much, Claudia. Really Merci good. beaucoup, Claudia, pour ces points très intéressants. Et Anita? Pour moi, je pense que nos résultats ont montré qu'il y a certains aspects qu'il faut vraiment mettre l'accent sur. Premièrement, je pense que les résultats sortis des données ne sont pas vraiment là où nous voulons qu'ils soient, surtout sur les questions du choix et parce que nous parlons beaucoup sur le mariage des enfants, mais nous parlons pas vraiment sur le choix. Si, par exemple, la fille veut prendre son choix elle-même, vraiment lui rendre le pouvoir dans les mains et aussi regarder qu'est-ce qui se passe dans le domaine du mariage des enfants pour donner plus d'autonomisation à la jeune fille et travailler en collaboration avec les agences, même de façon virtuelle et regarder les effets à long terme. Donc, nous pouvons vraiment toucher sur tout cela pour s'assurer qu'on fait plus de travail et que même si on réduit le taux du mariage des enfants, on arrive toujours à voir qu'il y a cette autonomisation-là qui existe et cette connexion-là dans le sujet. Donc, en bref, c'est essayons de nous concentrer beaucoup plus sur le choix quand on parle des sujets du mariage des enfants. Thank you, Anita. Shweta, how Merci about- beaucoup, Anita. Et vous? Merci beaucoup, Suzy. Comme je viens de dire tout à l'heure, nos études ont montré que le mariage des enfants a touché sur l'autonomisation, sur l'aspect du choix. Et dans ces recherches, nous avons trouvé qu'il faut soutenir ces choix et qu'il est très important, surtout pour les filles qui sont poussées au mariage au bas âge, comparé à celles qui se marient un peu plus tard. Donc, ce manque d'autonomisation est vraiment un sujet qu'il faut prendre sérieusement et regarder les différents contextes sur le mariage des enfants. Et nous devons vraiment considérer ceci quand nous sommes en train de conceptualiser nos projets sur le mariage des enfants. Et aussi, concernant le taux élevé des mariages des enfants, nous avons vu qu'il y a vraiment une inégalité entre les genres. Donc, pour là, en gros, ce que j'aimerais dire sur les implications majeures de nos études est de se focaliser beaucoup plus sur le contexte. Comme j'ai expliqué, différents endroits montrent ou proposent des contextes différents. Donc, utile de voir qu'est-ce qui peut marcher où. Merci beaucoup, Shwetal. Dernièrement, on va demander à Sajeda de parler de ce qui a été présenté. Thank you, Suzanne. Merci beaucoup, Suzanne. Pour mes commentaires sont un peu plus en gros, en conclusion. Premièrement, j'aimerais noter qu'il y a eu beaucoup d'investissements depuis la conférence et de temps en temps, nous continuons à voir que non, ceci reste toujours un problème qu'il faut engager malgré les avancements. Nous voyons
Nous voyons du travail que nous avons fait avant et même du travail que d'autres personnes en font, que non, la situation change pour le mariage des enfants, mais ceux-ci sont des cas attendus. Mais il y a ceux qui n'étaient pas attendus, comme COVID qui a touché nos programmes et a causé beaucoup de pertes. Donc, la grandeur du changement qui est sorti dans la recherche est vraiment de mettre le point sur la diversité et la complexité. Comme nous avons vu, beaucoup de ces connexions, tous ces partenaires, l'impact de ces programmes dépendent tous du contexte. Donc, pour que nous pouvons comprendre ces différents contextes, il nous faut accepter que une méthode ne peut pas marcher à travers tous les autres programmes. Donc, il nous faut comprendre comment utiliser ou adapter ces méthodes et vraiment regarder sur le sujet de la diversité et la complexité, parce que parce qu'il y a des choses, il y a des leçons à tirer de chaque contexte pour nous permettre de mieux comprendre ces contextes et nos propres contextes. Plus spécifiquement, je vois que ceci est sorti dans beaucoup de points, mais j'aimerais souligner sur deux choses. La première est l'aspect du contexte qui doit être compris sur le fait que le régime des mariages, beaucoup de ce que nous savons sur le mariage, sur le régime de mariage, les mariages forcés, etc., tout ça, ce sont des faits communs, que ce soit par la culture, les normes sociaux. Donc, c'est très important pour nous de savoir ceci. Et deuxièmement, je pense que pour ce qui est sorti de notre recherche, surtout récemment, sur le mariage des enfants en Afrique subsaharienne, c'est regarder le sexe avant le mariage. Par exemple, si une femme qui est mariée à bas âge est enceinte, donc nous devons vraiment regarder le contexte du mariage des enfants dans ce secteur-là. Et un autre point que je pense qu'il faut mettre l'accent sur, c'est cette idée que le mariage des enfants a des effets à long terme. Ou encore, pour dire plus négativement, c'est l'impact à long terme du mariage des enfants qui continue et qui te suit tout au long de ta vie. Donc, ça, c'est des cas dans le contexte du mariage des enfants. Mais il peut aussi avoir des effets sur les normes, sur la communauté, la société. Et nous avons vu que certains de ces documents ont essayé de ressortir ces aspects-là. Pour moi, une chose que je veux toujours mettre l'accent sur, c'est la différence d'âge entre les personnes dans le mariage. Il y a des conversations sur à quel âge il faut qu'une fille puisse se marier. Donc, nous avons vu ces sujets discutés dans des littératures anciennes et maintenant, il nous faut les rediscuter. Et aussi touchant sur le travail d'Anita qui parle sur les effets qui suivent la fille tout au long de sa vie après avoir subi un mariage précoce. Et en regardant les implications que tout ceci peut avoir sur nos programmes, sur les connaissances et précisément sur ce que nous devons faire, ici, j'aimerais soulever une question un peu provocative.
around child marriage. C'est-à-dire que dans les conversations sur le mariage des enfants, il manque de conversations sur l'application des lois. Et sur ce que nous avons vu et sur ce que nous avons étudié des changements qui sont là, nous avons vu qu'il y a des effets limités, nous avons vu qu'il y a des difficultés. Donc, il nous faut penser ou réfléchir différemment sur ce que nous pouvons faire pour améliorer ceci et ne pas agir comme frein. Il faut regarder principalement sur les aspects de la loi qui vont nous pousser à discuter de ces sujets et ça a été utile pour nous d'étudier ces sujets et dernièrement de voir quel est le sujet focus, quel est le sujet principal. Est-ce que c'est sur l'autonomisation? À quel point est-il important? Mais ce que nous devons vraiment analyser ici et où nous devons faire plus de travail, c'est de savoir quelle est la cause primaire dans nos contextes. Est-ce que les questions sur le mariage des enfants sont la décision sur et donc, tout ce que nous essayons de faire en termes de programme doit vraiment poser la question. Est-ce que je suis en train d'accroître les opportunités ou je suis en train d'agir comme frein à ces opportunités? Et en faisant tout ça, il faut toujours toucher sur la diversité et où nous allons. Je vais finir par là. Merci beaucoup. Ça a été une conclusion très forte et éclairée. Et merci à tout le monde d'avoir partagé les résultats et pour cette discussion ou conversation très enrichie. Et j'aimerais juste souligner que tout ce travail n'aurait pas pu être fait sans le travail, le travail fort des personnes qui se sont données dans ces recherches pour éclairer les manquements qui existent dans notre travail. Et maintenant, je vais inviter Chandra Mouli de l'OMS qui est accompagné de Dr. Eunice qui vient de la CIFF et ensuite Ronald qui vient de l'Université de Makerere à Kampala. Donc, ils vont partager leur contribution. Donc, je vais donner la parole à Ronald en premier. Merci beaucoup, Suzanne, de m'avoir invité. Je suis Ronald et je suis en dernière année à l'Université de Makerere. L'année passée, j'ai été sélectionnée pour une interview et en tant que jeune venant de l'Afrique subsaharienne, où nous faisons face à beaucoup de difficultés sur le mariage des enfants. J'ai eu l'opportunité de discuter avec les personnes de l'OMS, principalement avec Dr. Eunice Mutengi au Kenya. Et ça fait un bout de temps que je suis dans le travail sur la lutte du mariage des enfants. Et en regardant tous les documents que j'ai soumis, ainsi que j'ai reçu beaucoup de feedback, beaucoup de commentaires d'autres auteurs et nous avons utilisé ces contributions pour lutter contre le mariage des enfants. À côté de tout ce travail et des documents que vous avez, des résultats que vous avez écoutés des panélistes, je vais discuter des difficultés que les jeunes rencontrent dans le mariage des enfants. Pour les difficultés que les jeunes rencontrent, je pense que
une façon de contourner l'engagement des jeunes, c'est de s'assurer qu'ils restent toujours engagés. Il nous faut travailler ensemble aussi pour mettre fin au mariage des enfants. Merci Ronald pour vos commentaires. Je vais passer la parole à Eunice. Merci beaucoup Suzanne et merci beaucoup Ronald. J'étais très fière et ravie de travailler avec Ronald et toutes les autres personnes en tant que contributeurs et co-auteurs. J'aimerais parler un tout petit peu sur les leçons tirées de ce processus et je vais faire un petit résumé de tout ça. Ça fait 11 ans, j'étais élève en doctorat et j'écrivais une dissertation sur le mariage des enfants. Et je réfléchissais sur les évidences qui existaient dans le mariage des enfants, surtout en Afrique. Et moins de 10 ans avant les ODD, nous avons beaucoup plus d'informations sur le mariage des enfants, plus que nous avons il y a 10 ans. Et plus d'informations sur les lois qui existent dans les pays et les lois qui sont encore en cours. Il y a un groupe d'adolescents qui n'est pas encore touché. Donc, il nous faut trouver des moyens en tant que consortium global de combler ce vide et de l'autre côté, de travailler en partenariat avec d'autres défenseurs de la lutte contre le mariage des enfants. Donc, tous les résultats que vous avez entendus aujourd'hui agit quand même plus sur la lutte et pousser la conversation sur le mariage des enfants et aussi influer, agir comme influenceur au niveau national, au niveau communautaire. Et il nous faut des kits ou des outils pour adresser cette transnationalité. Donc, pour nous, je nous donne la responsabilité d'agir sur la lutte contre le mariage des enfants, surtout dans ces temps, surtout dans ces temps de la COVID. Et je nous donne aussi la responsabilité d'agir et d'agir comme contributeur dans des données qui vont ressortir. Merci beaucoup, Eunice. Je pense que vous avez aussi répondu à une question que j'ai vue dans le chat qui demande qu'est-ce que nous pouvons faire de toutes ces évidences. Donc, merci beaucoup et continuez. Pour les participants, je vous prie de continuer à mettre les questions dans le chat. Au début de la session, j'ai dit qu'il y avait 5 personnes qui vont partager des commentaires et on va passer à la première juste avant de finir la session. On va suivre la vidéo de Sarah. Je m'appelle Sarah et je travaille en tant que chercheur. Ça fait un bout de temps que je travaille sur le mariage des enfants, qui est un sujet sensible ici. Et je travaille aussi avec les adolescents. Le travail fait de temps en temps avec les jeunes nous ont permis de comprendre les difficultés que les jeunes rencontrent à long terme. Et je me dédie de mettre fin à ces pratiques. Merci. Merci beaucoup. C'était super d'avoir cette vidéo. On va passer à la prochaine session. On va entendre parler de 3 personnes et 3 différentes approches, comprendre le mariage des enfants. Elle va nous parler sur les données sorties de l'étude dans différents pays
Ensuite, nous allons entendre parler des outils qui ont été utilisés pour cartographier le contexte du mariage des enfants dans différents pays. Merci beaucoup, Suzanne. Je suis très ravie d'être avec vous aujourd'hui. La première chose que je vais parler, c'est pourquoi nous utilisons les analyses politiques économiques pour parler du mariage des enfants. Et ici, nous le regardons de façon mondiale. Premièrement, sur que veut dire le PEA. Le PEA est une méthodologie qui nous permet d'analyser le climat politique sur le mariage des enfants. Le plus que nous savons sur le contexte, le mieux nous pouvons adresser le sujet. Donc, nous avons fait le PEA dans beaucoup de pays. Ces PEA nous permettent de regarder les possibilités, nous permet de regarder le contexte politique et économique. Et tout ce travail s'est fait en mettant l'accent sur le genre. La première s'est faite à travers les groupes de la société civile. Ils ont partagé leurs stratégies et des indicateurs clés. Chaque PEA contient une introduction de chaque pays et aussi des piliers qui nous permettent de comprendre, de formuler des réponses à de différentes questions. Et afin nous permettre d'analyser ces réponses. Maintenant, regardons les résultats que nous avons récoltés. Nous avons regardé les résultats qui changent lentement et nous avons aussi touché sur les facteurs qui ralentissent ces effets. La première était de voir si la fille est mariée au village ou encore dans la cité, quelle est la différence d'âge, quelle est l'influence qui existe dans différents pays ou même dans différents secteurs, toujours touchant sur le genre. Les règles de ces piliers et les questions sur la lutte contre le mariage des enfants à identifier les normes sociales qui existent. Comme vous pouvez voir ici, il y a des lois différentes dans chaque pays et même des accords nationaux pour mettre fin au mariage des enfants. Nous avons des gens qui travaillent activement sur les droits qui existent dans le mariage des enfants. Et une des difficultés, c'est la sexualité des jeunes filles. Pour le pilier de maintenant et de temps en temps, ici, nous répondons sur la question des effets sur le mariage des enfants. Nous regardons ici la volonté des États à façonner des droits pour mettre fin au mariage des enfants. Nous regardons aussi le processus national. Nous regardons aussi les ministères, si le pays a un plan d'action national ou encore s'il travaille en collaboration avec d'autres pays ou si le gouvernement travaille avec la communauté pour mettre fin au mariage des enfants. Ici, nous avons l'exemple du Kenya où le président Kenyatta s'est engagé à mettre fin au mariage des enfants. Next slide. Prochaine diapositive.
Les différentes dynamiques nous permettent de regarder le progrès que nous avons fait dans la lutte contre le mariage des enfants au niveau du plaidoyer, au niveau subrégional. Par exemple, les données subrégionales qui ont été présentées précédemment nous montrent que nous pouvons adapter les programmes au contexte. Ici, nous regardons à changer les normes sociales pour réduire le taux du mariage des enfants et nous regardons aussi les plans d'action nationaux qui existent et qui sont actifs et qui soutiennent aussi la société civile dans leurs actions. Et pour des faits qui soulignent le mariage des enfants, nous avons les faits économiques. Il nous faut beaucoup plus de suivi et évaluation dans nos programmes. Les sociétés civiles rencontrent des difficultés à récolter des ressources. Et comme nous avons discuté, nous devons aussi trouver un moyen. Nous devons aussi trouver un moyen d'accroître le fundraising dans le mariage des enfants, dans les programmes du mariage des enfants. Pour les recommandations de chaque pays, ceci vous pouvez trouver dans le rapport, mais j'aimerais juste noter quelques qui sont pour tous les pays. La première, c'est de rendre la lutte contre le mariage des enfants une priorité, surtout quand on parle des questions du genre. La société civile fait un bon travail à ce sujet. Et dernièrement, aller plus en profondeur de chaque programme dépend vraiment du contexte parce que chaque programme a son contexte à eux. C'est tout pour ma présentation. Merci beaucoup. Et juste un rappel que vous pouvez trouver ce rapport complet en ligne. Après, je remets la parole à Suzanne. Thank you so much. It is Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous tous et de pouvoir travailler en collaboration avec vous tous pendant tous ces mois. À Frame, notre mission est de cartographier l'humanité. C'est de développer les méthodologies qui vont générer des évidences qui montrent, qui nous font comprendre le comportement des communautés face à des sujets ou un problème spécifique. En tant que consortium, nous nous sommes focalisés sur 14 pays, le Bangladesh, l'Éthiopie, le Kenya, Malawi, Sénégal, ainsi de suite. Et pour chaque de ces pays, nous avons des rapports vraiment détaillés qui analysent des actions qui peuvent être prises pour chaque pays. Pour cette présentation, nous allons voir en gros la synthèse de ce rapport, mais pour lire plus en profondeur, vous pouvez trouver le document sur le site de Girls Not Brides. Donc, dans notre travail, nous générons des évidences sur le taux du mariage des enfants et nous nous focalisons sur le changement qui a été fait de temps en temps. Et ceci diffère de pays en pays. Les premiers tels que le Bangladesh, le Malawi. Ici, nous avons
trouver l'étendue au niveau national, subnational et national and we noticed those changes over à time. travers tout le pays où nous avons vu ces changements. Dans d'autres pays tels que le Kenya et le Sénégal, Barely changed at all. le taux de prévalence n'a pas beaucoup changé, At a subnational level or down mais to a quand nous regardons la thématique au niveau subnational, changes. Some nous areas trouvons qu'il y a eu des changements très spécifiques et très forts. witnessed a deterioration of prevalence Dans rates. certains pays, nous avons vu une baisse du mariage des enfants. With one of the core themes that we've been hearing up until now from the other consortium members. Pour d'autres équipes qui ont partagé, nous avons compris comment le sujet du contexte est très important. Et deuxièmement, nous avons regardé la relation entre le mariage des enfants et les indicateurs qui existent dans la communauté pour les femmes, les hommes, etc., sur l'éducation, l'accès aux soins de santé et l'accès à différents types de services tels que l'eau. L'objectif de cette cartographie était de voir comment est-ce que la communauté regarde la prévalence du mariage des enfants. Troisième partie de notre travail pour chaque pays et les composantes qui sont importantes pour notre travail, c'est que nous avons exploré les facteurs différents au mariage de l'enfant. Donc, la grossesse, la pauvreté, ainsi que les attitudes sur le genre, le comportement. Qu'est-ce qu'on cherchait à voir au niveau du pays? On voulait voir à ces questions quels sont les endroits qui ont connu ça de manière accrue et comparer ça aux domaines ou quelques régions que nous avons enregistrées de prévalence élevée pour voir la différence entre le pays. On a effectué une analyse approfondie dans les différents 6 pays. Ma collègue Martha va s'expliquer ce qu'on a constaté au niveau de Kenya. Comment donc les composantes peuvent informer la recherche ainsi que les activités de plaidoyer. Et je passe la parole à ma collègue. Ben, merci beaucoup. On a donc considéré le Kenya 2013, 3 juin 2014. Cette cartographie peut être mise en œuvre. Donc, la prévalence reste statique au niveau du Kenya lors de cette période, 26 à 28%. Il y a eu des changements au cours du temps. Lorsque nous allons énoncer la diapositive suivante, vous allez voir. Au niveau comté, la prévalence Turkana, Mandela, Wajir, Isiolo, Garissa au nord du pays, représenté ici en rouge foncé. Il y a aussi les régions à Victoria, à l'ouest, vers le Mombasa, à la côte, qui n'avaient pas beaucoup de prévalence. Diapositive suivante. Dans le comté de Turkana, qui avait la prévalence la plus élevée au pays, donc les taux restent très élevés, 60% à peu près. Utilisons donc notre outil sur Internet. Nous avons vu qu'il y avait les contextes, le taux d'emploi, accès à l'infrastructure, l'électricité, l'eau, assainissement,
donc éducation et d'autres indicateurs au niveau de la communauté. On peut faire une évaluation sur ces 4 risques qui pourraient être donc beaucoup plus présents. Il y a le risque donc de genre et les comportements. Donc le comté de Turkana était devant les autres comtés. Au niveau du sud du Kenya, la prévalence n'est pas aussi élevée. Il y a Kajiado, un comté qui a à peu près 1 million de gens, d'habitants, si vous voulez. De niveau comté à gauche et à droite, vous pouvez voir qu'il y a les zones qui connaissent les prévalences les plus élevées. Pour le comté de Magadi, prévalence 55% dans un comté. Donc, la plupart des indicateurs communautaires, donc vous pouvez les voir ici. L'éducation fait un quart, en fait, ça fait 15%. L'utilisation des installations sanitaires, donc cela reste faible. Et finalement, le taux d'emploi pour les filles, 30% pour Magadi, comparé à 57% au niveau du district. Qu'est-ce que cela nous explique? Il y a Magadi qui ne peut pas être inclus si nous allons donc considérer les données par district. Ici, c'est notre travail. Chaque rapport a des informations très riches. Pour ajouter à cela, donc, on peut utiliser des nouvelles manières d'apprentissage et éliminer donc, les quelques influences occasionnées par l'environnement. J'espère bien que cette approche et nos informations contextualisées peuvent nous aider à changer la manière de travailler, appuyer les parties prenantes pour continuer avec ces efforts. Merci beaucoup à tout le monde. Il y a beaucoup à dire, mais le temps nous fait défaut. Donc, je vais continuer, prendre la session suivante et dire qu'il y a beaucoup de produits que nous avons développés en tant que consortium et pouvons énoncer lors de cet événement. L'analyse qui a été présentée, donc toutes ces informations sont disponibles sur le site web, comme cela a été dit, et très bientôt, on va donc avoir davantage d'informations. Donc, le consortium a fait beaucoup de travail, oui, pour impliquer différents partenaires pour expliquer ce qu'ils ont fait à ce stade. Owen Finney, Girls Not Bright, vous avez la parole. Suzanne, merci beaucoup. Merci tout le monde. Je vais être bref, très bref. Pour nous, Girls Not Bright, donc on s'est focalisé plus de faire de sorte que les preuves soient disponibles pour les membres de la société civile. On s'est focalisé sur 3 domaines. Premièrement, synthétiser les preuves de manière à simplifier la compréhension. Donc, pour permettre les preuves pour qu'elles soient utilisées avec les partenariats et finalement améliorer notre site web pour que ça devienne un hub d'apprentissage. Déjà, donc nous avons publié les publications sur la protection de l'enfant et l'utilisation génitale féminine. Donc, comment tous ces éléments sont intégrés aux autres secteurs, quels sont les interliens. Et chaque membre a la responsabilité donc, de mettre fin à ce qui se passe. Il y a donc le transfert des cash, de l'argent, et comment aider les enfants et leurs mères. On va publier ces informations bientôt. Ces informations seront disponibles sur le site web. Les événements d'apprentissage 5 avec les membres en Afrique
au niveau des partenariats nationaux. Les partenariats importants, il y a Africa Action Group pour mettre fin au mariage précoce. Donc, cela a été créé au niveau régional pour rassembler les gens qui ont la même compréhension pour améliorer leur approche. Et suite à une activité, donc à une période qui n'a pas connu d'activité, on sait bien que, comme les autres orateurs ont dit, que malgré donc, cet intérêt accru, on n'a pas eu donc, la génération des preuves et l'élaboration des programmes et politiques. Et on n'a pas eu beaucoup plus d'utilisation des résultats de recherche. Donc, ce groupe cherche à combler cette lacune. En août, on a rassemblé donc, les praticiens et chercheurs un peu partout du continent pour faire le bilan de ce qui existe comme preuve sur l'Afrique et identifier les éléments importants. Nous sommes en train de voir quelles sont les priorités sur le continent et pour travailler de manière efficace. Comment combler donc les lacunes qui existent entre les résultats de recherche et ce qu'on fait sur le terrain. Il y a peu de recherche donc, dans les pays qui ont une prévalence beaucoup plus élevée. L'Afrique francophone surtout. Et comment faire de sorte qu'on arrive à comprendre les différents visages de mariage précoce dans les différents pays, parce que le contexte n'est pas le même. Donc, comme les présentations ont énoncé, on doit faire la collecte des informations au niveau national et voir comment les moyens de subsistance renforcés peuvent aborder cette question. Donc, on doit investir dans les recherches pour aider ce qui se passe comme effort sur le niveau local. On va rassembler les chercheurs, praticiens pour renforcer l'utilisation de ces preuves, pour qu'il y ait aussi d'autres recherches pour travailler de manière collective. Finalement, nous avons relancé notre site web qui a notre fonctionnalité d'apprentissage. Ça va faciliter la possibilité d'apprendre. Nous avons beaucoup de ressources au-delà de ce qui existe sur la page de consortium. Vous pouvez voir les liens également qui vont vous orienter vers davantage d'informations. Je vous encourage, tout le monde, pour voir ce qui se passe. Il y a d'autres informations qui vont être publiées bientôt dans les semaines à venir. Donc, soyez libres pour bénéficier de ces ressources qui sont un fruit de ce consortium. Les autres informations qui vous sont utiles. Je vous remercie beaucoup tout le monde et je m'arrête là. Owen, merci beaucoup. Une autre question qui a été soulevée sur le chat, c'est le mariage précoce. Est-ce que ça se passe dans les pays développés? Freddy. Oui. Aux États-Unis, ça se passe. Nous sommes une ONG qui cherche à mettre fin au mariage de l'enfant aux États-Unis. Donc, on a eu cette question dans notre étude. Ce qu'on a constaté, c'est qu'à peu près 300 000 enfants sont mariés depuis 2018. D'autres qui avaient l'âge de 10 ans. Les filles qui se sont mariées avec un homme presque 2 fois leur âge. À peu près 60 000 mariages. Donc, ce sont les mariages qu'on pourrait considérer comme un crime. Ce nombre a réduit donc, depuis 2000 jusqu'à 2018. Toutefois, le nombre ne va pas descendre jusqu'à 0 s'il n'y a pas de législation. Donc, les 300 000 adolescents qui se sont mariés illégalement. Donc,
lors de cette période, le mariage de l'enfant restait illégal. Même aujourd'hui, il y a 44 États qui connaissent ça comme quelque chose d'illégal. Aux États-Unis, donc il y a d'autres pays également qui considèrent ça comme mariage forcé. Même pour les autres, 18, 16 ans, 18 ans, 17 plutôt, parfois, donc cela n'est pas permis. Parfois, ce sont les parents qui vont planifier pour tout cela. Donc, les contrats avec les enfants ne sont pas permis. Et ce qui est choquant, c'est que parfois, on n'arrive pas à accéder à la justice nécessaire. Le mariage avant l'âge de 18 ans, donc ça c'est quelque chose de criminel. Aux États-Unis, le département d'État considère ça comme un appui des droits de l'homme. Et inclut ici aux États-Unis toute femme qui va se marier avant 18 ans donc, va avoir quelques conséquences en ce qui concerne son droit à l'éducation et même la sûreté physique. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a fait les efforts. J'ai parlé de viol. Il y a des milliers d'enfants qui se sont mariés avant, donc, sans avoir le consentement. Les États peuvent avoir les législations en place pour faire de sorte que l'âge de mariage soit 18 ans. Il y a d'autres qui n'ont pas les solutions simples, mais aux États-Unis, je crois qu'on ne peut pas mettre fin au mariage précoce. Ce n'est pas sur une année qu'on va terminer ça. Peut-être c'est question de faire la législation. Donc, nous avons beaucoup plus d'informations sur notre site web, ce que nous faisons pour mettre fin au mariage de l'enfant aux États-Unis. Merci beaucoup pour le travail que vous faites en disant que les États-Unis aussi connaissent ce problème. Maxul, qui est chef de UNICEF, donc au niveau de pour mettre fin au mariage de l'enfant. Ce que nous avons fait au niveau de ce consortium, on a connu quelques progrès au niveau international et au niveau national sur la réponse à ce mariage. La semaine passée, donc, on a eu une résolution qui cherche à mettre fin au mariage de l'enfant. Il y a quelques États qui ont donc pris conscience de ça. C'est très important d'avoir les législations, donc les plans d'action au niveau national. Mais là où c'est important à travailler, c'est au niveau sous-national. On est en train de voir qu'est-ce qui est fait au niveau national et sous-national. On a considéré l'Inde, l'Éthiopie, et nous espérons bien que la Zambie va être dans cette liste. Donc, on doit voir dans les différents pays qu'est-ce qu'ils sont en train de faire au niveau sous-national. Les gens qui travaillent dans ce secteur connaissaient de quoi je dis lorsque je parle de lutte. Il y a quelques programmes, il y a les partenaires au développement, mais la plupart de ces efforts ne se trouvent pas dans le niveau à aborder cette question de manière efficace. Donc, c'est bien que nombreuses filles ont été affectées par ce mariage de l'enfant et on va continuer à avoir ce problème pour aller de l'avant. Est-ce que nous avons les programmes au niveau national qui sont proches à ces enfants pour aborder leurs préoccupations? La plupart de ces pays, on voit qu'il y a des programmes, de petits programmes qui ne vont pas aborder donc, le problème dans sa totalité. Il y a les programmes, on a donc de faibles systèmes de suivi, pas uniquement pour le suivi, mais suivi et évaluation. Donc, nous sommes en train de mettre en œuvre quelques petits programmes qui n'ont pas fait objet d'évaluation. On ne sait pas bien si on peut mettre ça à l'échelle au fil du temps. Et si nous avons 9 ou 8 ans qui nous restent pour mettre en œuvre ces ODD, on doit avoir vraiment les programmes qu'on peut mettre à l'échelle, les programmes qui peuvent répondre à ces préoccupations. Pour ajouter à ces problèmes relatifs
le suivi. Donc, il y a les pays qui ont cette volonté pour avoir les plans d'action. Mais au niveau sous-national, créer cet espace, là où on va investir et pour financer ces programmes, ça reste un défi pour la plupart des pays. Dans nombreux pays, donc les plans d'action au niveau national touchent à leur fin, alors qu'on n'a pas mis en œuvre ces plans de manière efficace dans les points chauds, donc, comme le consortium a énoncé aujourd'hui. Autre chose que j'aimerais mentionner, c'est la nature des programmes qu'on est en train de mettre en œuvre. On sait bien qu'à ce stade, on aimerait avoir les programmes multisectoriels au niveau sous-national, voir les preuves. Les preuves ont montré que lorsque vous êtes en train de concevoir les programmes qui vont donc aborder les questions comme la scolarisation des filles ou peut-être accès à la santé mentale, les programmes sont là, oui, mais est-ce qu'ils sont durables? Donc, ces programmes, si vous voulez ajouter d'autres aspects, dans la plupart des pays, vous avez vu au niveau sous-national, vous voulez donc aborder la question de l'emploi, on doit ajouter d'autres composantes à ces programmes. Ces programmes doivent être mis à l'échelle et surtout lorsque ce sont les programmes de gouvernement. Les programmes qui se focalisent sur les secteurs, donc ça c'est important. Et ça c'est un défi pour nous parce qu'on aimerait avoir plusieurs composantes qui se poursuivent de manière parallèlement. Donc, le contexte, j'ai vu les différences entre la conception de ces programmes, l'Afrique, l'Asie et même au sein du continent africain. Ça, c'est une chose qu'on doit prendre en compte, la question de contextualisation, parce que les gouvernements ont quelques espaces physiques, d'autres contexte, ce n'est pas le cas. On espère bien qu'on va compléter ça avant la fin de l'année. Les publications seront disponibles. Et Anne a partagé le site. Merci de visiter ce site pour qu'on puisse apprendre pour mieux faire. Merci beaucoup. Nakali, merci. Et finalement, j'ai parlé donc d'un aperçu d'ensemble sur UNICEF qui va être lancé demain officiellement. Nous accusons un retard en matière de temps, mais donnez-nous les quelques points saillants, on peut dire. Absolument. La question qu'on cherchait à répondre à une question simple. Quel est le progrès pour réduire le mariage de l'enfant? Les études qui ont été élancées se focalisent sur la communauté. Quelles sont ces filles à risque et comment être efficace pour réduire ce problème? Avec la publication qu'on va lancer demain, nous avons considéré donc les tendances historiques avec une focalisation sur les pays sélectionnés qui ont connu donc la chute des tendances. La publication nous parle donc de ce qui a été fait et comment passer en revue de ce qui s'est passé au niveau de ces pays, au niveau de la population. Est-ce que les filles ont accès à l'éducation, le développement économique, la réduction de la pauvreté? La publication parle donc des estimations internationales, régionales, les profils de pays. Nous avons donc considéré 9 pays qui ont enregistré un progrès pour réduire le mariage de l'enfant. Et nous avons utilisé donc les données et s'étalant sur 30 ans. Donc, quels sont les objectifs? C'est la conscientisation. Quelles sont les conditions à mettre en place pour avoir la transformation sociétale, pour réduire la tendance? Quels sont ces pays? On a parlé de Bangladesh, l'Inde, l'Éthiopie, l'Indonésie. Ce sont les pays qui ont enregistré les progrès remarquables pour réduire le mariage de l'enfant. Et vu la population des femmes dans ces pays, une population importante, cela s'est traduit en déclin donc remarquable de mariage de l'enfant. Nous avons considéré d'autres pays également, les Maldives, la Tunisie, le Rwanda, Arménie. Ce sont des pays où la pratique de mariage de l'enfant était donc monnaie courante il y a 25 ans, mais maintenant, ils sont en train donc de faire de sorte qu'il
y ait élimination de cette pratique d'ici 2030. Et finalement, donc, Eswatini. Eswatini, c'est un cas très intéressant. Dans la plupart des pays, la prévalence de mariage de l'enfant a chuté donc, auprès des filles riches. Eswatini fait partie des exemples. Donc, il y a eu amélioration, comment réduire la prévalence de mariage de l'enfant qui a donc affecté les riches. Le résultat de cette étude, c'est que le progrès a été accompagné par un changement sur 20 ans, 30 ans et d'autres indicateurs au niveau macro et accès à l'éducation et surtout l'éducation secondaire, opportunités de l'emploi pour les femmes, réduction de la pauvreté et accroissement de PIB. La publication montre également comment cela a changé au niveau macro. Donc, augmenter le niveau d'éducation chez les filles, c'est pas important. Il doit y avoir aussi les opportunités de l'emploi. On doit donc faire de sorte que la population vulnérable sorte de la pauvreté et adresser la question des inégalités. Donc, il y a quelque chose qui a été énoncé. Les opportunités pour les filles, ça, c'est un élément très important. On ne peut pas mettre fin au mariage de l'enfant si on ne donne pas les opportunités à la famille. J'espère bien qu'on va se voir demain pour le lancement officiel. Je vous remercie. Merci beaucoup, Podium, et un aperçu d'ensemble. Merci aux panélistes. Nous accusons un retard en matière de temps et je crois que là, quelques questions qui ont été postées sur la messagerie, donc on trouvait des réponses lors de la discussion. À ce stade, je vais passer la parole très rapidement à Meg Green qui va nous donner un aperçu d'ensemble de ce qu'on a parlé de la santé des adolescents. Maggie, à vous la parole rapidement. Très bien. Merci beaucoup et félicitations à tout le monde d'avoir fait ces efforts importants. Donc, je serai bref pour parler de ces questions. Il y a beaucoup de recherches qui a été effectuées sur le mariage précoce. Il y a beaucoup de références qui ont été données. Je suis ici pour vous expliquer donc, des contributions de Bill Melinda Gates Foundation. Et nous avons donc fait des efforts pour décoloniser la recherche sur le mariage de l'enfant. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, c'est considérer les différents domaines géographiques et mettre en exergue les quelques similitudes dans les différents contextes. On a parlé de ces éléments, la sexualité, les inégalités de genre, ambiguïté de législation, la sexualité, l'âge, etc. Et l'importance des garçons, des hommes dans ces efforts. Et finalement, pour les pays à moyen revenu, faible revenu, les recherches ont été effectuées au nord. Donc, on cherche à mettre en exergue aussi l'importance de travailler au sud. Donc, considérant différentes régions, le plaidoyer au niveau sud, la coordination qui doit être faite. On va avoir la publication d'ici décembre, janvier. Les informations seront disponibles d'ici novembre. Vous pouvez trouver ces informations sur donc, le site web. Look, if I could just close this out, here's what I would say. When I hear the what of the power of all of this work, 3 words. Merci beaucoup. Pour finir, le seul mot que je vais dire, c'est la collaboration.
Juste pour revenir sur ce que Dr. Chali avait dit, c'est de comprendre que le changement se trouve entre nos mains, mais ceci ne peut être accompli que si nous travaillons ensemble. Et mon mot à vous tous est de continuer à collaborer, de regarder les ressources sur le site Web, utiliser ces ressources pour inclure dans vos programmes, dans les interventions que vous êtes en train de façonner et dans le travail que vous êtes en train de faire avec les jeunes filles et même avec les femmes. Nous sommes très ravis d'avoir eu cette conversation. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci tout le monde. Vous pouvez regarder le site Web pour plus d'informations. Merci.